Je pense que vous devez faire quelque chose que vous aimez faire. Je pense que personne ne peut devenir excellent s'il ne fait pas ce qu'il aime. Y avait-il beaucoup de pression dans votre famille pour exceller? Oui, il y en avait, particulièrement du côté de ma mère. J'étais son fils unique et je pense qu'elle voulait vraiment que j'excelle. Donc je me souviens, quand j'étais très jeune, elle me demandait d'écrire ces caractères chinois et à chaque fois que je faisais la moindre erreur, elle me giflait et je devais recommencer. Je devais mémoriser toutes ces poésies chinoises et à chaque fois que je me trompais d'un mot, elle jetait le livre par la porte. Vous savez, j'ai été poussé à travailler très dur. Et ça a été très enrichissant. Elle m'achetait n'importe quel livre que je voulais lire et elle me donnait des récompenses, des câlins et beaucoup de bonne nourriture lorsque je faisais du bon boulot. Donc c'était très bien. Et c'est ce qui se passe en Chine avec ce système de punition-récompense pour guider les gens vers le travail acharné et l'excellence. C'est intéressant. Et j'imagine que vous enseignez tout ça à vos enfants. Non, Vraiment? C'est très intéressant. Pourquoi pas? parce que je pense que les gens ont vraiment besoin de trouver leur passion. Et forcer quelqu'un qui n'est pas bon en maths à, vous savez, participer à des concours de mathématiques, ou quelqu'un qui déteste l'orthographe à exceller en orthographe, n'est pas quelque chose que je veux pour mes enfants. Donc, je les aide toujours à explorer de nouvelles choses qui pourraient les intéresser. Et puis les soutenir une fois qu'ils trouveront leur voie. C'est vraiment intéressant. Donc votre mère était assez intense. Mais évidemment, vous avez dit que c'était très gratifiant. Était-ce juste gratifiant dans le sens où, ok, j'ai accès à des livres et je peux obtenir tout ce que je veux, ou était-ce plutôt ces connaissances qu'elle vous a forcé à obtenir? Cela vous a-t-il aidé? Parce que vous avez tellement réussi. Je pense certainement que cela m'a aidé. Mais je pense aussi avoir été chanceux d'avoir pu étudier en Amérique. C'était peut-être encore plus important car les écoles asiatiques ne donnent vraiment aucune chance aux gens d'apprendre à apprendre. Et les écoles asiatiques sont vraiment bonnes pour apporter un niveau de compétence très important en vous forçant à tout mémoriser par cœur. Mais cette méthode en fait étouffe votre créativité. Étudier en Amérique a été probablement encore plus important pour moi qu'être obligé de travailler très dur avant l'âge de 11 ans. Parce que comme ça, vous avez pu profiter de votre créativité. Oui, en fait j'ai trouvé la programmation amusante, de même pour l'intelligence artificielle. J'ai pu de ce fait poursuivre ma passion. Peut-être un peu en retard, mais j'ai quand même réussi. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai eu un cancer et je ne suis pas en rémission. En faisant face au cancer, j'ai réalisé que travailler dur ne peut pas être le but d'une vie. Ça peut l'être quand vous faites quelque chose que vous aimez, mais cela créera en fait beaucoup de stress. Et à la fin de la journée, quand vous regardez vraiment votre vie, en étant face à la mort, pouvant se mesurer en seulement quelques centaines de jours, comme c'était mon cas, je voyais bien que le travail acharné n'était pas du tout sur ma liste de priorités. Au contraire, j'ai regretté d'avoir autant travaillé. Quand j'ai découvert mon diagnostic, après avoir surmonté la période de déni, j'ai commencé à repenser aux priorités de ma vie. Et j'ai pu voir comment ma famille était si altruiste en prenant soin de moi comme ils l'ont fait. Vous savez, ma femme dormait avec moi à l'hôpital sur le petit canapé à côté de mon lit. Et mes sœurs me faisaient de la nourriture. Mes filles me faisaient de petits cadeaux pour essayer de me remonter le moral. Et j'ai très bien pu me rendre compte que, vous savez, je n'ai jamais fait ça pour eux. J'ai aussi lu un livre de Bronnie Ware. C'était une aide-soignante qui a pu voir plus de 2000 personnes sur leur lit de mort. Et dans son livre, elle a dit « Aucun d'entre eux n'aurait souhaité travailler plus dur, gagner plus d'argent ou de renommée. Ils auraient seulement souhaité donner plus d'amour, passer plus de temps avec leurs proches et aussi poursuivre leurs rêves. Mais pas juste pour la richesse et la célébrité. Et aussi, pendant que j'étais malade, j'ai rendu visite à un moine bouddhiste très célèbre, Maître Sheng-yen. Il est peut-être le moine bouddhiste le plus célèbre au monde. Il est très sage et se trouve dans les montagnes de Taïwan. Et je lui ai parlé de ma maladie et de mes regrets. Et il a dit « Qu'est-ce qui a vraiment conduit ta vie ?» Et j'ai dit « C'est très simple.
faire une différence pour le monde, avoir un impact. Donc, je mesure tout ce que je fais, minutieusement, de la façon dont je pourrais avoir un plus grand impact. Comment investir dans une meilleure entreprise, comment je peux écrire un livre qui se vendra en plus d'exemplaires, comment faire un discours qui sera écouté par plus de gens. Et j'ai dit, tout ce que je fais est bénéfique pour le monde, alors pourquoi ai-je un cancer? Il a dit, êtes-vous sûr que vous faites tout cela pour rendre le monde meilleur, ou est-ce que vous le faites juste pour vous rendre plus célèbre? Et puis j'ai commencé à réaliser que ces deux contextes n'étaient pas séparables. Puis il m'a expliqué que les gens peuvent essentiellement succomber à deux types de tentations. L'avidité pour l'argent et l'avidité pour la gloire. Et il a dit que dans de nombreux enseignements chinois, l'avidité pour la gloire est considérée comme mauvaise. Donc beaucoup d'érudits ont évité cela. Mais l'avidité pour la gloire est louée, parce que ça représente vivre une bonne réputation, changer le monde, contribuer à rendre le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Mais il a dit, Kaifu, je pense que vous vous trompez. Quand vous dites que vous essayez d'aider le monde, vous essayez juste d'être plus célèbre, n'est-ce pas? Et ça m'a vraiment frappé. Et il a dit, eh bien, si vous êtes vraiment d'accord avec ce que je viens de vous dire, vous devriez changer votre objectif. Aider le monde à être un meilleur endroit, c'est bien, mais c'est en donnant de l'amour aux autres et pas en se rendant célèbre que vous y arriverez. Vous devez séparer ces deux choses. Et c'était probablement la grande révélation dont j'avais besoin. Comment les avez-vous séparés? Eh bien, quand je voulais faire quelque chose, je me demandais si c'était quelque chose qui ferait vraiment du monde un meilleur endroit où vivre, ou est-ce que c'était juste un effort supplémentaire pour me rendre plus célèbre. Et je donnais la priorité au premier objectif. Et puis s'il y avait des gens qui avaient besoin de mon aide, même si cela n'avait rien à voir avec ma progression, mais comme c'était quelque chose dont je savais qu'ils avaient besoin, je passerais du temps pour les aider. Je passerai plus de temps avec ma famille, et je travaille toujours aussi dur, mais je place toujours ma famille en priorité, en premier, la famille et les amis. Par exemple, quand mes enfants sont en vacances à la maison, c'est là que je laisse tomber le travail, et que je passe du temps avec eux, plutôt qu'au travail. Il s'agit simplement de renverser les priorités, parce que la famille ne vous prendra pas beaucoup de temps si vous la placez à un niveau de priorité plus élevé. Je pense que le nombre d'heures de travail peut être diminué de 20%. Ça ne va pas vous impacter de façon spectaculaire. Mais maintenant, je me sens beaucoup plus gratifiant que... Chaque jour, j'ai l'impression que ma vie est plus significative. Et aussi, j'ai pu tuer toutes mes mauvaises habitudes. Vous savez, refuser de vous lever la nuit pour essayer de dormir une bonne nuit complète de sommeil chaque nuit. Je pense que tout le monde devrait être encouragé à vraiment faire ce qu'ils aiment. C'est vraiment important pour nous de ne pas laisser les préjugés ou les croyances actuelles au sujet de qu'est-ce qu'un bon emploi nous affecter. Docteur, avocat, ingénieur, on nous fait croire que ce sont des bons jobs. Eh bien en fait, bon nombre de ces emplois vont disparaître. Dans chaque domaine, quand certains emplois se développeront, d'autres vont s'éteindre. Prenons le domaine médical. Eh bien, je pense que les radiologues, les dermatologues, dans 30 ans, ce sera fini. Il n'y aura plus d'humains pour faire ce genre de travail. Mais les chercheurs en médecine, les gens qui inventent les nouveaux médicaments, c'est de ça que nous aurons besoin. Je pense que encourager les gens à aller chercher un travail où l'intelligence artificielle amplifiera leur créativité sera le travail ultime à avoir. Mais nous devons inculquer une éducation qui encourage la créativité et une éducation qui aide les gens à courir après ce qui les passionne. Je pense que vous devez faire quelque chose que vous aimez faire. Je pense que personne ne peut devenir excellent s'il ne fait pas ce qu'il aime. Il y a un livre de Malcolm Gladwell où il parlait de la règle des 10 000 heures. Et cela continue d'être vrai. Donc ces 10 000 heures doivent être passées sur quelque chose qui vous passionne profondément. Je pense que vous devez avoir cette ouverture d'esprit. Je pense que si vous commencez avec un préjugé, genre les entreprises chinoises ne font que reproduire ce qui existe déjà, ou que les gens de la Silicon Valley ne travaillent tout simplement pas dur, dans ce cas-là, je pense que vous
portez des œillères et que vous ne regardez pas l'image dans son ensemble. Et je pense qu'une autre chose importante est de rencontrer beaucoup de gens plus intelligents que vous et leur poser des questions et prêtez-y attention. Surveillez et validez et vérifiez les choses que vous apprenez. Vous devez penser que le monde entier peut être votre professeur. Vous devez apprendre, poser des questions et garder cette ouverture d'esprit. Et je pense que c'est probablement ce que j'ai fait. Pourquoi y a-t-il un effet placebo? N'est-ce pas? Par notre simple détermination, en croyant que ce médicament inutile va nous guérir, nous guérissons. Donc, ces choses, je pense, sont très difficiles à expliquer. Une simple intelligence artificielle ne peut pas reproduire tout ce que nous faisons. Ouais, ce genre de truc est vraiment fascinant pour moi. Une chose que j'aurais dû vous demander est... Qu'est-ce que l'âme? Genre, en quoi voulez-vous que les gens croient? Et pourquoi cela rend notre expérience plus belle? Je pense que c'est une croyance qui dit que un être humain peut vraiment se connecter à un autre être humain. Et que cela ne peut pas être remplacé par n'importe quelle machine. C'est une croyance que la connexion d'un humain à un autre humain est réelle, authentique, et que les machines ne peuvent pas le reproduire. Et que notre âme, je pense qu'il y a une croyance qui dit qu'une fois que vous croyez qu'il y a une âme, quand votre corps physique meurt, l'âme continue potentiellement. Donc je pense que, peu importe si cela est vrai ou pas, mais je pense que je choisis d'y croire. Je pense que beaucoup de religions ont cet élément. Je pense que les religions ont aussi des éléments de superstition, et que c'est pour ça qu'ils perdent de l'adhérence. Mais je pense qu'il y a quelque chose, quelques souvenirs que les gens ont des autres, ainsi que l'affinité qu'ils ressentent, me fait croire qu'il me semble possible que même lorsque notre corps meurt, notre âme continue. Je pense que finalement nous devons trouver le sens de notre existence. Je pense que les philosophes et les religions en ont forcément parlé. Je pense que cette poursuite doit continuer. Mais pour l'instant, nous avons été endoctrinés. Beaucoup d'entre nous pensent que le sens de notre vie est relié à un travail difficile. Et c'est compréhensible parce que si vous revenez aux racines de la révolution industrielle, c'était un processus consistant à créer beaucoup d'emplois, qui sont répétitifs et routiniers, qui est en fait rattaché au travail des artisans, disons dans la fabrication de voitures, dans un travail à la chaîne. Et pour de nombreuses personnes qui occupent ce genre d'emploi routinier et qui doivent accepter cet emploi, il serait confortable pour eux de croire que leur vie ait été consacrée au travail. Le travail impose de la souffrance, c'est répétitif, c'est ennuyeux, mais je dois le faire. Car si je le fais bien et souvent, je gagnerai plus d'argent, ce qui donnera à ma famille une meilleure vie, donnera à mes enfants une meilleure éducation, donc ils doivent croire que le travail est le sens de leur vie. Mais l'intelligence artificielle est tout simplement l'opposé de la révolution industrielle. Elle est justement là pour remplacer ces emplois routiniers, qui ont été créés par la révolution industrielle. Donc, quand ces emplois seront supprimés, tous ces gens qui ont rattaché le travail au sens de leur vie, tous ces emplois qui vont disparaître, remplacés par l'intelligence artificielle, et tout autre emploi susceptible de se retrouver remplacé également par l'intelligence artificielle, je pense que ces gens tomberont probablement en dépression, abus de substances, voire même le suicide. Il y avait beaucoup de preuves concernant le lavage de cerveau que nous avons, qui dit que les taux de suicide, les taux de dépression, de toxicomanie sont en hausse pendant les périodes prolongées de chômage. Donc, je pense que nous serons confrontés à un chômage important dans les 15 à 20 prochaines années. Nous ne pourrons tout simplement pas y remédier en accordant aux gens une protection sociale, en leur donnant de l'argent et en leur disant « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de trouver un nouvel emploi, voici un peu d'argent pour vous aider. » Parce que les gens perdent ce qu'ils ont de plus précieux, qui n'est pas le revenu, mais une perte de sens.